Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Une vidéo consacrée à nouveau à Spinoza. Là, je suis déjà dans une sorte de bilan, conclusion, avant de le retrouver un petit peu plus tard dans le cours. Nul n'est parfait, la perfection n'est pas de notre monde, ce sont des expressions de la doxa que nous utilisons tous plus ou moins. D'où viennent ces expressions? Il y a là ce que je nommerais un résidu de quoi? Du platonisme, même si une personne ne connaît pas la pensée de Platon, quand elle dit « nul n'est parfait », tout ça, cela vient de Platon, véhiculé ensuite par la suite par une pensée chrétienne. Tout cela, Spinoza n'en veut pas, il dit non. Je ne vois pas pourquoi un individu ne pourrait pas être parfait durant son existence. Ça veut dire quoi chez Spinoza? Là, il y a vraiment une rupture, une révolution. Il existe des degrés de perfection. Et donc, la personne, l'individu, et nous en étions là la dernière fois, qui, par ses actes, gagne en puissance et qui met une intensité maximale afin de persévérer en son être, je ne vois pas pourquoi, dit Spinoza, on ne pourrait pas nommer cet acte, cette existence parfaite, ou tout du moins en train de gagner en perfection. Voilà. Bon, mais bien sûr, en attendant, la plupart des hommes vivent, la plupart des hommes, et encore une fois, dans ces hommes, il y a aussi des imbéciles, des sots, des êtres dénués de raison, des fous. Bref, la plupart des hommes vivent en se contentant de leur illusion de liberté. Ils se contentent d'agir en fonction de leur affection et de leur passion. Et comme nous l'avons vu, tout ça est de l'ordre de la réaction. Tous ces hommes ne sont pas la cause adéquate et première de leurs actes, mais ils s'en moquent finalement car ils n'en ont pas conscience. Le problème, c'est que tous ces hommes sont déterminés à vivre cette vie qu'ils n'ont pas choisie, mais tout en pensant que s'ils le veulent, ils ont toujours recours à leur libre arbitre. En dernier recours, c'est toujours moi qui décide. C'est ça, cette illusion. Donc là, vous avez compris, Spinoza n'est pas du tout platonicien. Le seul moment où ils se rencontrent, c'est que la plupart des hommes vivent dans l'illusion. Et ici, l'illusion première chez Spinoza, c'est se bercer de cette illusion selon laquelle, en dernière instance, ce serait toujours moi qui déciderais. Alors tous ces hommes, la plupart des hommes, bien sûr, et des femmes, vont bien sûr acquérir des connaissances, des savoirs, voire des savoir-faire. Mais ces connaissances resteront toujours, dit Spinoza, de l'ordre de l'expérience, ce seront des connaissances empiriques. Les connaissances empiriques, c'est ce que Spinoza nomme le premier genre de connaissances. Alors, Spinoza est célèbre pour ces trois genres de connaissances. Voici le premier. Le premier genre de connaissances, c'est les connaissances empiriques. Cela désigne toutes les connaissances acquises par l'expérience, sans règles et principes bien établis. Une expérience pouvant servir de principe, puis ensuite, ce principe va s'avérer défaillant, je vais passer à une autre forme d'expérience, etc., etc. Bien sûr, il y a là aussi une critique de l'empirisme. Alors voici un exemple de premier genre de connaissance qui va permettre de penser au second genre de connaissance. Cet exemple, je le trouve magnifique, il n'est pas de moi, il est de Gilles Deleuze. Voici ce qu'il nous dit. Premier genre de connaissance, c'est un homme qui se baigne dans la mer et il apprend à nager. Bon, il ne sait pas nager, il apprend de lui-même et par lui-même. Il fait l'expérience de quoi? D'une nage incertaine, il barbote finalement, il subit les vagues. Bon. Et petit à petit, à force d'entraînement, d'habitude,
il va commencer à les maîtriser, il va commencer à apprendre et à connaître la manière dont il faut nager. Il va apprendre la nage, tout simplement. Et en quoi consiste la nage ici pour Gilles Deleuze, commentant Spinoza, à épouser les vagues. Plus précisément, à mettre son corps en rapport au bon moment entre les vagues. Nous avons ici le second genre de connaissance. Quel est ce second genre de connaissance avec Spinoza? Eh bien, c'est la connaissance des rapports. Mettre en rapport deux choses, deux idées, deux expériences, c'est le deuxième genre de connaissance. Lorsque l'homme, par exemple, un individu maîtrisera la brasse, lorsqu'il saura instaurer un rapport constant entre son corps et les vagues, lorsqu'il saura jouer et épouser le rythme des vagues, alors il sera dans un second genre de connaissance. Donc la natation, vous voyez, permet d'accéder au second genre de connaissance, et on peut imaginer un nageur qui persévère en son aide d'une manière adéquate en gagnant effectivement en puissance grâce à la joie que lui procure la nage et la maîtrise de sa nage dans ce rapport que son corps entretient avec les vagues. Bien sûr, il y a d'autres modes de connaissance, il y a d'autres second genres de connaissances, et là on peut penser aux mathématiques. Les mathématiques, tout autant, c'est effectivement la science du second genre de connaissance. Pourquoi? L'arithmétique, c'est la science des rapports entre les nombres, comme la géométrie est la science des rapports entre les formes. Il reste bien sûr le troisième genre de connaissance qui est l'apanage, la spécificité du philosophe. Ce troisième genre de connaissance, je l'ai déjà évoqué, c'est la connaissance des essences. Cela signifie quoi? C'est une expérience de vérité, mais plus précisément, c'est l'expérience de l'éternité. Nous expérimentons, dit Spinoza, que nous sommes éternels. Quand est-ce que nous... Alors ça, ce ne sont pas simplement des expériences. Une expérience de l'éternité, une expérience rare, qui, encore une fois, est l'expérience du philosophe, cet individu qui est passé par la joie, a gagné en puissance, une intensité maximale. Voici ce que serait le paradigme d'une existence parfaite. Le paradigme d'une existence parfaite, c'est le philosophe. Voilà. Mais un philosophe joyeux qui sait entretenir la joie et qui a la maîtrise, encore une fois, de ses désirs, de ses passions, non pas dans leur assouvissement, mais dans la connaissance des causes. Autrement dit, sa vie est enfin en adéquation, et c'est la raison pour laquelle il peut expérimenter des vérités éternelles. Voilà, dans un premier temps, la fin de nos études spinozistes, qui étaient consacrées ici surtout au désir, qui me montre d'un point de vue éthique quel est mon devoir. C'est un premier bilan. Et ce devoir qui me dit que je me dois de persévérer et d'assouvir mes désirs, si j'imagine qu'ils vont me procurer de la joie, immédiatement dévoile mon droit naturel. Chaque individu est dans son droit naturel lorsqu'il affirme son conatus. Voici une première articulation de la philosophie en 3D entre le désir, le devoir et le droit. Je vous remercie.